Nous sommes au début du 9e siècle. La Francie est prise pour cible par les Vikings, des barbares venant du nord, qui pillent sans vergogne les ressources et s'en prennent à la population. Il faut agir, et vite, car la situation devient de plus en plus instable dans cette Europe en construction. Wow, alors bonjour à tous. Ça faisait longtemps qu'une vidéo n'était pas sortie sur la chaîne, mais nous revoilà. On est content de revenir et avec du lourd, parce que pour le coup, on va parler d'un château médiéval. Le site de Château-sur-Epte est implanté dans la vallée de l'Epte, en Normandie. À mi-chemin entre Paris et Rouen, il se dressait autrefois sur une vallée qu'il dominait. Il fut fondé en 1097 par Guillaume le Roux, soit l'un des fils de Guillaume le Conquérant. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'histoire d'un château, mais aussi une histoire plus générale, celle du duché de Normandie, et ses relations avec le royaume de Francie. Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, on va faire un gros saut dans le temps. Pour comprendre pourquoi le château a été créé, il faut remonter au milieu du 9e siècle. C'est à cette période que des hommes du Nord déferlent, par vagues successives, sur les côtes, pendant 2 siècles. Ils commencent par piller les villes et les monastères irlandais et anglais, avant de s'attaquer à Paris. À l'époque, le pouvoir impérial de l'Empire carolingien était un peu remis en question. Quelques aristocrates locaux troublaient l'ordre public et le petit-fils de Charlemagne, Charles II le Chauve, montrait des signes de faiblesse en matière de politique. C'est donc dans ce climat qu'entre 850 et 878, les Vikings danois dévastèrent de plus en plus le territoire français. Et ce, en s'installant de manière permanente aux abords des fleuves tels que le Rhin, l'Escaut, la Seine et bien d'autres. Même si les armées locales étaient bien équipées, elles ne faisaient pas le poids face à un envahisseur aguerri. L'empereur Charles le Chauve déploya une énergie considérable pour contrer ces païens, mais en vain. Il mourut en 877 en laissant le trône et la complexité de la situation, alors en suspens, à son fils, Louis II le Bègue. Sous son règne et même après sa mort, les Vikings dévastèrent tout sur leur passage. Ils prirent la ville de Nimègue et l'incendièrent, puis, en 881, recommencèrent avec Cologne, Liège ou encore Aix-la-Chapelle pour ne citer qu'elle. 4 ans plus tard, ils s'emparèrent de Rouen. Parfois, quand la situation devient trop compliquée à contrôler, il faut penser aux négociations. Nous sommes à Chartres, en 911. Les Vikings, vaincus par le roi Charles III le Simple, rencontrent les nobles locaux, dont la famille des Capétiens, future dynastie des rois de France. Et à l'issue de cette rencontre, les deux camps se montrent disposés à passer un accord. On proposa au chef viking, Rollon, un traité qui stipulait qu'il serait reconnu seigneur du port de Rouen et de ses alentours, en contrepartie de quoi il devait embrasser la religion chrétienne et se soumettre au roi, en lui promettant de toujours le protéger. Et comme on dit, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser, car c'était la meilleure qu'on pouvait lui faire. Et évidemment, Rollon accepta, ce qui permit de créer le duché de Normandie. Le traité convenu entre Vikings et Francs fut signé en 911. Le roi des Francs Charles III, dit le Simple, rencontre Rollon à Saint-Clair-sur-Epte. Dès 933, la Normandie, soit étymologiquement pays des hommes du Nord, s'étendait déjà plus ou moins aux limites qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais il ne faut pas croire pour autant que les raids vikings s'étaient totalement arrêtés. On compte jusqu'au XIe siècle des tentatives en Bretagne notamment. Tout comme il ne faut pas penser qu'entre les nouveaux Normands fraîchement débarqués et les Francs, c'était l'amour fou. Mais ça, on y reviendra plus en détail par la suite. Quoi qu'il en soit, le duché de Normandie évolue et plutôt bien. Les successeurs de Rollon vont se succéder les uns après les autres au point de fonder l'une des dynasties les plus puissantes et les mieux organisées d'Europe. En effet, la dynastie de Rollon va prospérer pendant près de 300 ans. L'un des personnages fameux que l'on peut retrouver, c'est Guillaume le Conquérant, qui va réussir à s'emparer de la couronne d'Angleterre en 1066. Son successeur, qui est son fils par la même occasion, se nomme Guillaume le Roux. Ce dernier devient roi d'Angleterre au détriment de ses 2 autres frères. Là-bas, il va moderniser l'administration du pays et consolider les efforts de son père. D'ailleurs, pour l'anecdote, dès 1066, la cour d'Angleterre avait pour langue le français, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, 1 ou 2 tiers des mots anglais actuels proviennent du français. Bref, revenons à Guillaume le Roux. Après avoir consolidé son royaume, il va se pencher sur le cas de la Normandie. Le duché est alors géré par Robert Courteheuse, l'un des autres fils de Guillaume le Conquérant. Initialement, Guillaume ne voulait rien laisser comme héritage à Robert, mais ses proches l'ont persuadé de lui laisser au moins le duché. Mais les relations entre les frères ne sont pas très bonnes, et la noblesse, après s'en être rendu compte, va faire en sorte que chacun des 2 frères s'empare du domaine de l'autre. Une rébellion va s'organiser contre Guillaume le Roux depuis la Normandie, mais elle échoue.
ce qui permet au roi d'Angleterre de se retrouver en position de force. Il débarque en Normandie en février 1091 et une rencontre est organisée entre lui et son frère à Rouen. La même année, ils établissent le traité de Caen qui stipule la fin des tentatives d'intervention du roi anglais en Normandie. De plus, le traité affirme que les deux frères se désignent héritiers l'un de l'autre. Mais cette fois, les négociations ne suffisent pas et Robert répudie le traité dès 1093. Néanmoins, dès 1096, Robert part faire la première croisade, laissant la Normandie à son frère. Guillaume le Roux y passera plus de temps qu'en Angleterre, au point de faire construire de nombreux châteaux, tels que celui de Gisors ou bien de Châteauneuf-sur-Epte. Il rentre en Angleterre en 1099 et quelques mois plus tard, le 2 août de l'année 1100, Guillaume le Roux meurt accidentellement lors d'une partie de chasse. Son frère, quant à lui, reviendra dès la première croisade, un mois après, avec beaucoup de prestige, récupère la Normandie, mais pas l'Angleterre, qui a été récupérée par son autre frère, et s'ensuit une lutte acharnée qui se conclura en 1106 par l'emprisonnement de Robert jusqu'à sa mort en 1134. Alors maintenant que le contexte a été posé, nous allons pouvoir parler du château. Les origines de Châteauneuf sont assez floues. Il est probable que le premier nom du village ait été Fucelmont, à traduire par le mont au silex. Mais en réalité, on ne sait pas si une fortification a existé à Fucelmont. En tout cas, la plus ancienne source est celle de Guillaume de Jumièges, écrite au XIe siècle et s'intitule Iesta Nomanorum Ducum, et a été complétée en 1139 par Robert de Torigny. De plus, une chronique fut écrite au XIIe siècle par Ordéric Vital, qui nous apprend qu'un château neuf est construit à Fucelmont sous Guillaume le Roux. Alors évidemment, ça fait beaucoup de sources pour dire la même chose, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce sont ces dernières qui permettent la compréhension et la cohérence chronologique du lieu. Par ailleurs, le château a été reconstruit et réaménagé au cours du temps, ce qui fait que ce qui a été construit par Guillaume le Roux il y a presque 1000 ans est compliqué à identifier. Il est possible qu'il soit à l'origine de la motte ou des fossés, mais pour l'instant, on ne peut en être certain. Enfin, pour compliquer encore plus les choses, les sources ne concordent pas quant à qui est le réel auteur de la construction. Peut-être que les futures analyses scientifiques nous donneront plus d'éléments de réponse. Bref, quoi qu'il en soit, au XIIe siècle, le château est construit et va devenir un réel enjeu politique. En effet, le nouveau duc de Normandie se nomme Henri II Plantagenet et va céder le territoire du Vexin normand au roi de France Louis VII le Jeune en 1151. Le roi, quant à lui, en fera donation à l'abbaye de Saint-Denis. Derrière ce legs se cache une véritable manœuvre politique qui consistait à soustraire des territoires et des places fortes à l'archevêque de Rouen, alors sous domination anglaise. Vous comprenez donc que l'intérêt du château était clairement sa position stratégique, à la frontière de deux royaumes. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais avant que Louis VII obtienne Châteauneuf-sur-Epte, la place était déjà convoitée par le roi de France précédent, Louis VI le Gros, qui en 1119 assiégea sans succès le château. Mais Châteauneuf ne resta pas longtemps français, car Henri II Plantagenet récupéra le Vexin normand en mariant son fils avec la fille du roi Louis VII. Ce fut donc une période assez paisible pour la région, et Henri II Plantagenet y réalise de grands travaux. Entre le percement des archères à niche et le surhaussement de la chemise et la construction de la tour sud, autant vous dire que le château s'est endurci et est prêt à résister à des sièges. J'avance peut-être un peu trop vite dans l'histoire, car on n'y est pas encore. Un peu de patience. En 1193, Philippe Auguste reprend le Vexin aux Normands et remet le château sur Epte à l'abbaye de Saint-Denis. Malheureusement, ce n'est pas tout. Philippe Auguste ne va pas s'arrêter et va conquérir la Normandie. Il s'oppose donc à Richard Cœur de Lion, célèbre roi d'Angleterre et duc de Normandie, qui va périr lors d'un siège, donnant l'avantage à Philippe Auguste en 1204. La Normandie est rattachée au domaine royal français et Châteauneuf-sur-Epte perd son rôle de château frontière. Châteauneuf-sur-Epte va donc perdre son intérêt principal, et nous allons donc avancer jusqu'au XIVe siècle, puisque c'est pendant la guerre de Cent Ans que le château redevient utile. Tout d'abord, lorsque la Normandie est encore française, la demeure permet de loger des seigneurs, mais la période est encore mal connue. Plus tard, la Normandie devient une possession anglaise, et de 1358 à 1359, les troupes anglo-navarraises occupent le château. D'ailleurs, durant ces 2 années d'occupation, un certain Guillaume de Masson fut capturé par les Anglais et était contraint de chercher des vivres pour approvisionner tous les occupants du château. Lorsqu'il fut libéré, les généraux réformateurs de Rouen l'accusèrent de collaboration avec l'ennemi. Bref, la guerre s'éternise et s'étend sur le XVe siècle.
Les combats font rage, les Anglais sont déterminés et prêts à se battre, comme John Talbot. Issu d'une famille normande assez noble, John se démarque par une aisance dans le domaine militaire. Il combat au pays de Galles et le roi d'Angleterre Henri V le nomme lieutenant en Irlande. En 1427, il reçoit des lettres lui indiquant qu'il détient des terres en France, qui sont alors détenues par autre que lui. Pour obtenir ce qui lui revient, il s'engage en pleine guerre de Cent Ans dans de périlleuses campagnes. En mars 1428, il s'empare de Laval. Il participe au siège d'Orléans et 9 ans plus tard, il mène le siège de Châteauneuf-sur-Epte. Imaginez-vous devant ce château avec sa motte de 18 mètres sur laquelle est construite une immense tour de 14 mètres de haut. Il faudra alors franchir les 2 tours portes carrées sans tomber dans le fossé profond de 2,5 mètres et arriver sur la basse-cour. Alors, je vous dirais félicitations, car vous venez de passer le chemin de ronde où certainement des soldats protégeaient corps et âme le château. Là, devant vous, il y a une porte à franchir, et elle donne sur la cour noble. Si vous y arrivez, vous ne serez pas au bout de vos peines, car il y a une autre tour-porte à franchir qui protège le couloir qui mène à la motte. Et c'est là, une fois que vous serez venu à bout de toutes ces épreuves, que votre siège prend fin, devant cette noblesse, vaincue et terrifiée. Ah, ça fait rêver. Ou pas. Quoi qu'il en soit, après le siège de Talbot, le château n'est pas abandonné. Au XVIe siècle, il y a même de nouveaux travaux. On rajoute un avant-corps à la tour-porte et des arquebusiers sur la chemise, c'est-à-dire des meurtrières pour armes à feu. Mais au XVIIe siècle, le cardinal Mazarin ordonne la destruction partielle de l'édifice. Le site servira comme exploitation agricole jusqu'à l'occupation par les Allemands durant les années 40, en faisant du château un poste d'écoute radio. À la fin de la guerre, le site retrouve sa fonction d'exploitation agricole, mais malheureusement, il est abandonné dans les années 2000. L'Epte, surplombé par l'édifice qui initialement devait surveiller le cours d'eau, n'est plus qu'un tas de ruines délaissées. Évidemment, je n'allais pas vous laisser sur ça, et vous vous en doutez. Depuis 2015, une association s'en porte acquéreur et tente de lui redonner vie. Et ça fonctionne plutôt bien. Des bénévoles font de leur mieux pour entretenir le lieu, et ça c'est beau à voir. Notre patrimoine est magnifique, parfois méconnu et mérite d'être entretenu. Bref, un grand merci à eux de m'avoir accueilli au château. N'hésitez pas à aller sur le site internet de l'association pour apprendre pas mal de choses que je n'aurais pas expliquées ici. Et sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur